Cette montagne, c'est l'hélium, un gaz inerte récemment découvert. Van der Waals a prédit que l'hélium se liquéfierait à une température encore plus basse que l'hydrogène, environ 5 degrés au-dessus du zéro absolu. L'hélium est un gaz extrêmement rare et difficile à purifier. Dewar parvient à s'en procurer une petite quantité. Onnes, lui, met 3 ans à en réunir assez pour alimenter son gigantesque laboratoire. Pourtant, à mesure que le stock de Dewar s'amenuise, le lièvre commence à prendre du retard sur la tortue. Un jour, alors qu'il travaillait avec de l'hélium, un des assistants de Dewar a tourné un robinet vers la gauche au lieu de la droite. Un bon volume de gaz s'est échappé et ils n'ont rien pu faire pendant 6 mois. Dewar était furieux. Au bout d'un moment, Dewar écrit à Onnes pour lui annoncer qu'il se retire de la course, que les problèmes de liquéfaction de l'hélium sont tels qu'il n'y arrivera pas. Les champs de bataille de la science sont au centre d'une guerre perpétuelle dans laquelle il n'y a aucun espoir de victoire finale. Servir dans l'armée de la science, avoir montré l'initiative, suffit à satisfaire l'ambition légitime de tous ceux qui étudient la nature. Merci. Il est intéressant de voir que les scientifiques sont souvent mus par l'esprit de compétition, par le désir d'être le premier. Et ce qui est vraiment fascinant dans la course au zéro absolu, c'est que l'objectif se déplace au fur et à mesure. En science, la course ne vise pas un objectif prédéterminé. Une fois que vous l'avez atteint, vous ne dites pas « l'histoire est finie et le rideau tombe ». Au contraire, vous découvrez des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. La nature est astucieuse, comme aurait dit Einstein, et elle ne cesse de poser de nouveaux défis que ceux qui avaient pris le départ de la course n'avaient pas prévus. Un jour d'été 1908, Onnes demande à son assistant en chef, Flim, de traverser le fleuve pour le rejoindre. Ils sont enfin prêts à tenter la liquéfaction de l'hélium. Le 10 juillet à 5h45 du matin, toute l'équipe se réunit au laboratoire. Ils ont maintes fois répété la procédure. Leyde est une petite ville universitaire et le bruit se répand rapidement que le grand jour est venu. Il leur faut jusqu'au déjeuner pour s'assurer que le dispositif est purgé de toute trace d'air. À 15h, l'activité est si intense que quand son épouse arrive avec son déjeuner, Onnes lui demande de le nourrir pour ne pas avoir à s'arrêter. Il est tendu vers un seul but. À 18h30, la température commence à tomber au-dessous de celle de l'hydrogène liquide. Il se fait tard, et l'équipe en est à sa dernière bonbonne d'hydrogène. S'ils ne parviennent pas à liquéfier l'hélium maintenant, ils vont devoir attendre des mois avant de pouvoir réessayer. L'indicateur de température est bloqué à 5 degrés au-dessus du zéro absolu, et Onnes ne sait pas pourquoi. Un de ses collègues arrive et lui dit qu'ils ont peut-être réussi sans s'en apercevoir. Alors, Onnes attrape une lampe électrique, il se faufile sous la machine, regarde, et effectivement, il y a du liquide au fond. De l'hélium liquéfié. Ils ont atteint moins 268 degrés centigrades, 5 degrés au-dessus du zéro absolu, et ont enfin produit de l'hélium liquide. Cet exploit vaudra à Kamerlingh Onnes le prix Nobel en 1913. À cette époque, la technologie du froid connaît un succès planétaire qui dépasse largement les frontières de la science. Dans les foyers, la glacière d'antan
est remplacé par le réfrigérateur et le congélateur électrique qui transforment la vie quotidienne. La réfrigération a beaucoup changé la vie des gens. D'abord en ce qui concerne l'alimentation. On pouvait aller faire ses courses toutes les semaines et non plus tous les jours. Acheter des aliments provenant de presque partout dans le monde et les conserver chez soi. Les réfrigérateurs et les congélateurs deviennent vite des symboles de la vie moderne. Mais une autre conséquence des recherches sur le froid a elle aussi un impact considérable sur la vie urbaine, le refroidissement de l'air. Trois siècles se sont écoulés depuis que Cornelius Drebbel a fait son expérience devant le roi Jacques Ier. À présent, à l'aube du XXe siècle, la climatisation est sur le point de révolutionner le monde. Les cinémas comptent parmi les premiers bâtiments à utiliser l'air conditionné. Et dans les années 1920, les spectateurs s'y pressent en été pour échapper à la chaleur. La climatisation repose sur le principe du refroidissement de l'air en supprimant l'humidité par condensation, ce qui permet à un air frais et sec de circuler. Elle devient également de plus en plus courante au travail, surtout dans le sud des États-Unis, où les usines de textiles et de tabac sont presque insupportables sans air conditionné. When employees breathe good air and feel comfortable, they work faster and do a better job. I think some people think that these were nice, Certains pensent que les gentils patrons rafraîchissaient le lieu de travail par compassion pour leurs employés. Mais c'est faux. Le confort était un effet secondaire. En fait, la climatisation servait à assurer la qualité. Elle permettait de contrôler la rupture des fibres dans les usines de coton pour obtenir une qualité constante. Et elle servait à régler le problème de la poussière qui tourmentait les employés des usines de cigares depuis des dizaines d'années. Quand les ouvriers rentraient chez eux, comme la plupart vivaient dans des cabanes non climatisées, ils se félicitaient de leur journée de travail fraîche et agréable. Guess what we've got? An RCA room air conditioner. I'm a woman and I know how much pure... Dans les années 1950, la plupart des foyers s'équipent d'unités indépendantes, faciles à poser. Ce n'est pas juste un appareil électroménager, mais un nouveau mode de vie. La maîtrise du froid transforme la vie urbaine. La réfrigération aide les villes à s'étendre vers l'extérieur, en permettant aux habitants de vivre à grande distance des centres de ravitaillement. La climatisation permet aussi aux villes de gagner en hauteur. Au-delà de 20 étages, la force des vents oblige à garder les fenêtres fermées. Avec les climatiseurs, il devient possible de construire des gratte-ciel de 100 étages. Sont apparues des technologies qui ont permis non seulement de protéger la société humaine des ravages du froid, mais aussi de transformer le froid en une ressource productive et gérable. D'un côté, il y avait le moteur à vapeur, de l'autre, le réfrigérateur. Ces deux grands symboles du 19e siècle ont complètement transformé la société et l'économie de la planète. Tout ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la commercialisation du froid. Transformer cet élément malfaisant qui inspirait la crainte en une force naturelle exploitable. La croissance explosive du monde moderne doit beaucoup à la conquête du froid. De nombreuses technologies voient le jour à mesure qu'on s'approche toujours davantage du zéro absolu. C'est le cas notamment à Leyde, quand Kamerlingh Onnes et son équipe se mettent à étudier la conductivité électrique à très basse température. Ils remarquent qu'à environ 4 degrés au-dessus du zéro absolu, toute résistance au passage du courant disparaît subitement.
La résistance électrique chutait comme si elle tombait d'une falaise. Elle diminuait régulièrement, puis elle disparaissait, ou presque. C'était stupéfiant. Personne n'avait jamais rien vu de tel. Il n'y avait rien sur Terre qui ait une résistance électrique nulle. Par la suite, Onnes invente un mot nouveau pour décrire cet étrange phénomène, la supraconductivité. On a un anneau circulaire composé d'aimants qui produisent un champ magnétique. On place dessus un palais supraconducteur et on lui donne une petite poussée. Le champ magnétique repousse le supraconducteur. Le champ magnétique de la piste induit un courant dans le palais qu'on a refroidi. Ce courant crée à son tour un champ magnétique de sens opposé qui fait léviter le palais. Ça produit un champ magnétique en sens contraire et c'est pour cela qu'il y a répulsion. À mesure que le palais se réchauffe, ses propriétés supraconductrices se dissipent, de même que son champ magnétique induit. La supraconductivité est découverte en 1911, mais il faudra plusieurs dizaines d'années avant qu'on puisse en expliquer le principe. Chaque grand physicien théoricien avait sa théorie. Tout le monde essayait de l'expliquer, mais sans succès. Et les surprises ne font que commencer. Dans les années 1930, on observe un autre phénomène étrange à des températures encore plus basses. Cet hélium liquide en évaporation rapide se refroidit jusqu'à ce que, à 2 degrés au-dessus du zéro absolu, il subisse une transformation spectaculaire. Brusquement, le bouillonnement s'arrête et la surface de l'hélium liquide devient complètement immobile. On continue d'abaisser la température, mais il ne se passe rien de particulier. C'est l'un des grands phénomènes de la physique du XXe siècle. L'hélium liquide s'est transformé en superfluide qui possède des propriétés vraiment surprenantes. Here I have a beaker with an unglazed ceramic bottom of ultrafine porosity. Normalement, ce récipient au pore minuscule peut contenir l'hélium liquide. Mais dès que l'hélium devient superfluide, il se met à fuir. We call this kind of flow a superflow. L'hélium superfluide est capable de faire des choses apparemment impossibles. Il paraît défier la gravité. Une fine couche peut remonter le long des parois pour s'échapper de son récipient. Cela parce que sa viscosité est nulle. Il peut même produire une fontaine sans frottement qui ne cesse jamais de couler. La superfluidité et la supraconductivité sont des notions déroutantes pour les scientifiques. De nouvelles théories radicales sont nécessaires pour les expliquer.